France Maghreb 2. Ça s'appelle le LGF, le grand forum, votre talk de fin d'après-midi jusqu'à 18h, comme chaque jour, avec le plus grand plaisir de vous retrouver, messieurs, dames. C'est le grand forum et c'est sur France Maghreb 2, avec aujourd'hui un duo assez rare, j'ai envie de dire. Inédit même. Non, pas inédit. Non. Oui, ça fait des mois. Vous l'avez entendu Osinras, avec sa voix. Avec sa voix grave. Exactement, reconnu. Voilà. Ici la voix. Et la petite voix de Hanan Zawani qui était avec nous hier et qui est revenue aujourd'hui. Bonjour Christophe, bonjour Hossein, bonjour chers auditeurs. Vous avez jamais fait l'émission ensemble? Bonjour Hanan, si on en a fait. Ça fait un petit moment. Hein. Elle a oublié, c'est tout. Oui, ça fait un moment. Comment on peut oublier aussi? Non, on n'oublie pas Hossein, on est tout à fait ravis qu'il soit là. Bon, c'est formidable. Et c'est réciproque, bien sûr. Merci. Alors au programme de cette émission, on va répondre à cette question qui a été, qui est un sujet, je veux dire, qui est venu sur la table grâce peut-être au rapport El Karoui dont on parle beaucoup. Grosse tribune d'ailleurs pour ce rapport et pour ce personnage qui fait la tournée des médias en ce moment. Oui. Peut-être le nôtre d'ailleurs bientôt. On lui a lancé une invitation, on attend. On attend le retour. Et l'apprentissage de la langue arabe à l'école. Pourquoi? Eh bien, selon Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, c'est un bon moyen, selon lui, d'éviter justement tous ces discours qui peuvent se propager dans les écoles privées, les écoles coraniques ou les mosquées d'ailleurs. Beaucoup ont fait le choix de laisser leurs enfants pour l'apprentissage de l'arabe ou du Coran dans des mosquées ou dans des écoles privées. Et je dois le dire, assez surpris du résultat. Est-ce que vous partagez l'avis du ministre de l'Éducation nationale? Et vous êtes en majorité à partager son avis. Et effectivement, j'ai eu, en préparant cette émission, à me rencarder avec quelques personnes qui me disent avoir retiré leurs enfants de ces écoles privées ou des mosquées parce qu'il y avait des choses qui leur paraissaient bizarres, des discours qu'on leur apprenait. Bref, vous pourrez nous dire d'ailleurs si vous avez eu des témoignages dans ce sens Je tout pourrais à l'heure. apporter mon témoignage? Absolument, tout à l'heure. Bien sûr, avec les auditeurs au 01 40 33 9000. Un zapping très fourni aujourd'hui, messieurs, dames. Zapping qui nous emmènera du côté de CNews où il y avait un beau plateau ce matin chez Pascal Pro. Nadir Kaya y était, Mohamed Bajrafil, et il a remis en place, comme il se doit, la certaine Inès El Razaoui, Zineb Ezraoui, pardon. El Razaoui, oui. Alors qui est Zineb Ezraoui? Eh bien c'est, vous vous souvenez de Charlie Hebdo? Oui. Voilà. Bon, eh bien c'est elle. Elle a voulu jouer à l'islamologue avec Bajrafil, sauf que bien mal lui a pris. Il l'a remis en place comme il faut. On l'écoutera tout à l'heure. Et puis le buzzer, c'est notre nouveau rendez-vous évidemment depuis la rentrée. C'est des mots-clés, des infos que je vous donne. Et à vous de choisir si on buzz ou pas. Et puis évidemment pour tout à l'heure, je vous donnerai deux sujets. Je vous mettrai Hanan Zawani, rédactrice en chef de BFM TV. D'accord. Osinras, rédacteur en chef de CNews. Et vous devrez choisir demain le sujet à la une de votre média. Voilà pour ce qui est du programme et qui commence comme d'habitude par ce qui s'est passé à la une. Nous sommes aujourd'hui, messieurs, dames, le 11 septembre. Écoutez bien, il y a de belles choses qui se sont produites, puis de belles et moins belles choses d'ailleurs, le 11 septembre. Ça s'appelle le LGF, c'est sur France Maghreb 2 et tous les jours du lundi au vendredi, 16h-18h. Avec aujourd'hui un couple. Hanan Zawani et Osinras, duo de chic et de choc. Je savais pas que j'étais en couple. Ça y est, depuis aujourd'hui. Ah d'accord. Tu sais que couple, ça veut pas forcément dire partager la vie de quelqu'un. Ah oui, parce que le duo. Voilà, le duo. t'imagines voilà. pas avec le nombre de personnes avec lesquelles je serai en couple à la radio sinon. Ah ouais. Parce qu'à chaque fois que je suis là et qu'il y a un mec. Balance les rumeurs. Ah non, pas de rumeurs, mais à Non, mais chaque je fois sais pas, que. vas-y. il y a J'ai un- entendu que toi Chaque et fois qu'il y Nadia a- Lazouni, je sais pas. Oh, il y a quand même Hakima qui écoute, je crois, donc on va peut-être se calmer. Ah non, moi je suis pas concerné, c'est toi là. Ah, moi? Ah oui, toi. Bah, écoute, Ah oui, je pourquoi parlais pas? de toi. Oui, il parlait de la semaine, hein. Soyons ouverts d'esprit. C'est bien, Islam 3.0, c'est bien. Exact. Ouais, mais Justement, transition. Transition, Voilà. absolument. On parle de l'arabe à l'école, là, s'il vous plaît, dans la question du jour, en rapport avec Jean-Michel Blanquer et ses déclarations donc sur l'arabe à l'école. Alors, juste avant d'en parler, avant de recueillir les résultats qui nous sont parvenus sur Facebook et Twitter, puisqu'on a mis la question du jour, Facebook France Maghreb 2, Twitter LGF officiel, voici ce qu'a dit au micro de Bourdin hier Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale. Il faut relancer l'apprentissage de la langue arabe, tant les cours d'arabe dans les mosquées sont devenus pour les islamistes le meilleur moyen d'attirer des jeunes dans leurs mosquées et écoles. Bien sûr, Et bien sûr, école. bien sûr. Ce diagnostic est évident. Et on pourrait Donc, d'ailleurs est-ce que mener vous ce allez raisonnement. relancer l'apprentissage de la Oui, langue arabe? mais si vous voulez, ce sont des sujets Oui. qui sont tellement délicats qu'on ne peut pas les amener comme vous êtes en train de le faire. Par contre, ce qui est évident, c'est que
d'abord, il y a le développement de l'apprentissage des langues. Et l'arabe est une langue très importante, comme d'autres grandes langues de civilisation. Je pense au chinois qui est en train de se développer beaucoup, ou au russe. Donc oui, bien sûr, il faut développer ces langues. L'arabe, le chinois, le russe sont très importants. Il faut donner du prestige à ces langues. Et c'est particulièrement vrai pour l'arabe, qui est une très grande langue littéraire et qui doit être appris pas seulement par les personnes qui sont d'origine maghrébine ou d'origine de pays de langue arabe. Et donc, c'est toute cette stratégie qualitative vis-à-vis de la langue arabe que nous allons mener. Nous allons aussi questionner la façon dont l'arabe s'apprend aujourd'hui dans des structures dédiées avec les dérives communautaristes que vous venez de dire. Et donc, c'est cette vision d'ensemble que nous allons avoir. L'apprentissage de l'anglais, ça peut être l'apprentissage de l'arabe en CP. Ah ben bien sûr, toutes les langues. Il n'y a pas d'exclusif sur l'anglais. Il est sûr que c'est l'anglais. Aujourd'hui, l'anglais, c'est 80 à 90% de ce qui s'enseigne à l'école primaire. Mais vous avez par exemple l'allemand dans le Grand Est. Vous pouvez bien entendu avoir d'autres langues, l'espagnol, l'italien, l'arabe, le russe, le japonais, le chinois, l'italien. Voilà, toutes les langues en fait. Donc Jean-Michel Blanquer, voilà ce qu'il dit, en grosso modo. Est-ce que vous partagez son avis sur le fait que peut-être pour éviter les certaines dérives qu'on a pu connaître autour de nous, on a tous des exemples, des écoles coraniques ou des mosquées, certains ont fait le choix et encore une fois on est là certainement pas pour juger, il y en a qui font bien leur travail d'ailleurs, mais parce qu'il y a eu quelques exemples, de mauvais exemples, peut-être que l'école serait une solution de l'apprentissage de la langue arabe à l'école. Qu'en pensez-vous, tiens Anan? Alors, ce que je tiens à pointer du doigt, en fait, c'est les propos de Jean-Michel Blanquer. En fait, il reprend mot pour mot un passage du fameux rapport La fabrique de l'islamisme. Donc, relancer l'apprentissage de l'arabe est majeur tant dans les cours d'arabe, tant les cours d'arabe dans les mosquées sont devenus pour les islamistes le meilleur moyen d'attirer des jeunes dans leurs mosquées et écoles. Ouais. Donc, première question, sur quoi, objectivement, est-ce qu'ils se basent ? Voilà. Est-ce qu'il y a eu des enquêtes auprès de toutes les écoles de France? Combien sont-elles? Comment est-ce qu'on apprend l'arabe? Donc je trouve ça un petit peu facile tout de même de venir jeter le doute sur l'ensemble des écoles privées. Voilà. Donc ça c'est un petit peu compliqué pour moi. L'apprentissage de l'arabe en tant que tel qui soit accessible. Favorable ou pas, Anan? Alors je préfère, je réponds Christophe, mais de manière méthodique. L'apprentissage de l'arabe en tant que soit pour nos enfants, aucun souci, qu'il soit dans des écoles privées. Ça peut être une bonne chose. Aujourd'hui, on a, je sais pas, est-ce qu'on a des centaines d'enfants ou des milliers d'enfants qui sont formés à l'arabe? On n'en sait rien. Mais en tout cas, elles existent. Et jeter l'opprobre sur la majorité, comme je l'ai dit et je le répète, je trouve ça un petit peu facile. Ouais. L'apprentissage de l'arabe, que ce soit pris en charge par l'éducation nationale, aujourd'hui, c'est déjà pris en charge par l'éducation nationale. Dès l'entrée en 6e, on a la possibilité d'avoir l'arabe en langue vivante 1. Sur Paris, par exemple, on a 3 ou 4 lycées. Pas partout, Anan, pas partout. Dont le lycée Balzac qui est très connu sur Paris, où on a des élèves qui apprennent. Au lycée. Pas au collège. C'est collège-lycée en fait à Balzac. Voilà, c'est collège-lycée. Oui, mais pas partout. Oui, et là, ils veulent généraliser en fait. Voilà, alors qui veuille généraliser. Moi, je souhaiterais faire un retour sur une expérience personnelle. Donc je me souviens très bien, je crois que j'en ai parlé hier ou je t'en ai parlé à toi en off. Petite, quand j'étais en primaire, et je m'en souviens très bien, on avait un petit formulaire à remplir, donc où on nous demandait est-ce que vous voulez apprendre l'arabe au sein de l'école. En fait, c'était l'école qui nous donnait ça. Donc, il y a déjà, je sais pas, 40, il y a une trentaine. Il y a longtemps. Voilà, il y a une trentaine, plus d'une trentaine d'années. C'est vrai que ça date. Aujourd'hui, qu'on propose aux familles de faciliter à leurs enfants l'accès à la langue arabe par le biais de l'éducation nationale, pour moi, c'est une bonne chose. Ça reste une langue de plus. Bien sûr. Après, voilà, là où c'est un petit peu stigmatisant, c'est par rapport à toutes ces écoles-là. Donc elles existent aujourd'hui. Force est de constater, comme le dit Jean-Michel Blanquer, que c'est toutes des écoles islamistes où on vient apprendre des notions religieuses qui ne seraient pas en adéquation avec la laïcité française. J'en doute. Alors pourquoi j'en doute? Parce que il se trouve que moi-même j'ai fait le choix d'inscrire mon fils à l'école arabe il y a quelques années à Bobigny. Alors je le dis clair et net. Donc c'est une école qui est dirigée par
le fameux prédicateur. Alors j'ai un petit peu de, je me souviens plus de son nom. C'est peut-être pas la peine de citer. Non, je peux citer parce que c'est un exemple concret. C'est un prédicateur. Donc c'est Dourouz.net. Comment est-ce qu'il s'appelle Bon bref, je retrouverai le nom, qui est extrêmement attaqué sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc moi, ne sachant pas de toute manière qui il était, j'ai été l'inscrire dans cette école, et il se trouve que les cours d'arabe, je les ai faits avec lui tous les mercredis et tous les dimanches, et j'étais avec lui dans la salle de classe. D'accord. Et crois-moi, Christophe, l'apprentissage, c'est un apprentissage que sur la langue arabe. Il n'y a aucune notion religieuse qui est apportée, et en plus l'apprentissage était excellent. Bon, voilà. Ça c'est un témoignage. C'est un témoignage objectif, parce qu'en tant que mère de famille responsable, il se trouve que j'ai voulu accompagner mon fils et que j'ai demandé l'autorisation au directeur et à la professeure si je pouvais assister au cours. Ça m'a permis d'apprendre moi aussi, des premières notions. C'était dans une salle, c'était pas dans la mosquée? C'est une salle, une école. Je pense que c'est pas ça qui parlait Blanquer. Je pense vraiment qu'il parlait au sein des mosquées qui proposaient ce genre de service. Là, il parle de mosquées et d'écoles privées. Ouais. Dans le rapport, on pointe aussi bien les mosquées que les écoles privées. Voilà. Donc je trouve ça un petit peu facile d'un point de vue scientifique. Est-ce qu'on a été faire une enquête? Qu'est-ce qui est dit à nos enfants là-dessus? Par contre, en posant la question à Hakim El Karoui, vous vous rappelez certainement de l'exemple de Rachid Boudaïfa. Oui. Voilà, de cet exemple qui avait été jeté en pâture dans les médias. Ce monsieur qui disait devant des gamins Nasser Abou Ennès, voilà. 8 heures, oui, ça c'est pour l'école de Bobigny, voilà. De 8 ans que c'était haram d'écouter de la musique, que vous vous souvenez que si on écoute de la musique, on se transformerait en porc, etc. C'est des cas qui ont existé, qui ne peuvent pas renier, parce que bien sûr. Chose qui est importante, je pense en tout cas, c'est quand on parle d'un sujet, il faut pas occulter la moitié des choses. Et il faut vraiment aller au fond des choses, quitte à nous faire mal, parce que des fois ça peut faire mal. Mais si on ne peut pas le faire ici, on le fera nulle part ailleurs. Et si c'est pas nous qui la faisons, c'est les autres qui la font à notre place. Donc laissons pas les autres faire à notre place. Ouais. Pierre est avec nous avant de de faire de cet exemple-là, Christophe, un exemple et qui viserait à dire que c'est une globalité. Non, du tout. Non. Jamais. Voilà. On n'a jamais dit ça. C'est un exemple exceptionnel qui a fait beaucoup de bruit, et vous inquiétez pas que il a changé son oui, bien sûr. Ouais, aussi avant d'écouter ton avis, ton témoignage, ton sujet, ta réaction plutôt, et avant de recueillir les résultats qui sont, ma foi, me surprennent d'ailleurs, parce que la question c'est est-ce que vous partagez l'avis de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale. Pierre, il nous appelle de Lyon. Bonjour Pierre. Oui, bonjour, merci de me recevoir à l'antenne. Avec grand plaisir, cher Pierre, bienvenue, on vous écoute Pierre. Alors juste pour réagir rapidement sur les chiffres du sondage, je pense que la plupart des gens ont compris cela comme seriez-vous d'accord pour qu'il y ait de l'enseignement arabe à l'école, et étant donné la pauvreté de cette manière dans les écoles françaises, il y a beaucoup de gens qui seraient tout à fait d'accord pour pouvoir proposer à leurs enfants ça pendant les heures de cours. Pourtant la question elle a été posée clairement, Pierre, si je puis me permettre, elle a été posée clairement en rappelant ce que préconise le ministre de l'Éducation nationale, et la question c'est partagez-vous son avis? Voilà, on peut pas être plus clair. C'était écrit comme ça. Après, à titre personnel, je pense que la demande d'arabe passe avant certaines considérations politiques pour beaucoup de personnes. C'est leur avis et c'est ma vision du résultat, mais vous avez certainement raison. Moi, là, je voulais intervenir, c'était sur 3 points. Oui. Le premier, c'est pour parler rapidement donc de la réaction de les paroles de monsieur le ministre chez Bourdin. Ouais. La deuxième, ce sera la responsabilité des parents. Ouais. Faut pas l'oublier. Et la troisième, c'est pourquoi ce brouhaha médiatique et pourquoi est-ce qu'on en parle. Premièrement, donc au niveau du ministre qui reprend grosso modo mot pour mot des propos qu'on pourrait qualifié de complotiste, puisqu'on parle des islamistes dans des mosquées qui seraient là visiblement pour insérer dans la tête des jeunes petites têtes crépues, en l'occurrence. Mosquées et écoles. Des idées pas très saines et contraires à la laïcité. Pardon, Pierre, de te couper. On est aussi là pour essayer de comprendre. Si c'est le cas, pardon, je vais y arriver. Si c'est vrai, c'est extrêmement inquiétant sur la qualité des renseignements généraux. Vous savez qu'ils infiltrent régulièrement les mosquées. Ils sont capables d'aller repérer les mosquées qui diffusent des prêches radicaux. Donc si c'est vrai, encore plus, qui plus est, ça touche nos enfants, c'est gravissime. Concernant les renseignements généraux, je sais qu'ils nous écoutent, donc je les salue. Le problème, c'est pas tellement les renseignements généraux qui, eux, font de la collecte de l'information. Oui, le problème, c'est ceux qui analysent derrière et ceux qui en tirent des bénéfices politiques, généralement. On peut très bien entendre certaines choses dans les mosquées qui peuvent ne pas plaire au niveau de la morale de chacun. Là-dessus, on est tout à fait d'accord. Mais qui ne tombent pas sous le coup de la loi.
Parce que là, on est plus dans de la morale républicaine que dans de la législation et du judiciaire. En tout cas, c'est ce que j'ai compris de ce que nous a dit le ministre. Donc moi, ce qui me choque profondément, c'est qu'un État, le pays dans lequel nous sommes, qui se targue d'être l'inventeur et le précurseur en termes de laïcité, fait tout le contraire une fois de plus, encore aujourd'hui, après des dizaines et des dizaines d'affaires, dans le cas de l'islam, puisqu'on veut maintenant carrément pas s'attaquer, le terme est mauvais, mais prendre sous l'aile républicaine et laïque la langue arabe, parce qu'elle est trop accolée, elle serait trop corrélée à l'enseignement religieux. Donc ça, c'était mon premier point. Le deuxième point, c'est la responsabilité des parents dans le choix de l'école. C'est quand même un peu important lorsque l'on va choisir une école privée, parce qu'en l'occurrence, il s'agit d'écoles privées. Lorsque l'on choisit une école privée pour l'enseignement profane des matières classiques, les écoles privées que nous connaissons tous, pour les maths, le français, des écoles, on va dire, françaises, même si j'aime pas cette dichotomie entre les deux termes. Lorsque l'on choisit, on le fait avec toute notre attention de parents, on va voir les profs, on se renseigne sur le programme, on fait attention à beaucoup de choses. Et là, il y a des parents, en tout cas ceux qui ont découvert a posteriori qu'on apprenait des choses qui ne leur correspondaient pas à leurs enfants, ont-ils fait le travail de renseignement avant d'inscrire leurs enfants dans ces écoles? C'est la question que je me pose. À titre personnel, mes enfants sont inscrits dans ce type d'école confessionnelle. Et je me suis renseigné avant auprès de personnes. J'ai parlé avec le directeur et avec certains des professeurs. Je leur ai demandé qu'en était-il du programme. Ils m'ont tout expliqué et force est de constater qu'après 2 ans, il n'y a strictement aucun loup dans ce qu'ils m'ont dit. Donc ça, c'est la deuxième chose, c'est la responsabilité individuelle des parents. Et je vais pas squatter l'antenne, mais il y a un troisième point qui me paraît quand même particulièrement cocasse. C'est le fait que aujourd'hui, donc en 2018, donc après 40 ans après avoir mis l'arabe, la langue arabe sous le tapis de l'éducation nationale, on la ressort aujourd'hui comme par magie. Et pourquoi est-ce qu'on la ressort? Il faut se poser la question du pourquoi, parce que les femmes politiques ne font jamais les choses par hasard. Par hasard, tout à fait. Et là, bizarrement, alors à moins que je suis peut-être un peu moi-même tordu, et bon, finalement peut-être que le gouvernement Macron nous veut du bien, à nous, si tu es un Français de confession musulmane. Mais j'ai plutôt l'impression que on revient à l'enseignement, et ça qui est cocasse, on revient à l'enseignement laïque de la langue arabe à cause d'une islamophobie générale qui est là depuis 10-20 ans, qui fait qu'on a tout fait justement pour mettre de côté l'enseignement de la religion et l'enseignement de la langue arabe, et aujourd'hui on est bien obligé d'y revenir parce qu'on ne peut rien faire contre l'enseignement privé ou sur internet de la langue arabe. Donc c'est cocasse qu'on revienne à l'enseignement public de la langue arabe alors qu'on a tout fait pour la brider. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Pierre, avant de partir, vous nous écoutez comment vous à Lyon, parce que je crois pas qu'on ait de fréquence là-bas. Exactement, pas de fréquence, mais bon, vous savez, on a internet maintenant, on a même la fibre. Ah oui, c'est formidable. À Lyon, vous avez la fibre. Vous vous rendez compte, c'est dingue. Mais si je puis me permettre, il y a aussi un truc qui est sympa et que vous pouvez utiliser, c'est l'application que vous pouvez télécharger, France Maghreb 2. France Maghreb 2, l'application, j'hésiterai pas. Et voilà, merci Pierre, en tout cas, une excellente journée à vous. Au revoir. Allez, merci de même, au revoir. À très vite. Très de la qualité, très pertinent chez notre ami Pierre. Exactement. Vous vous rappelez d'ailleurs je vous parlais de Rachid Boudaïfa, vous savez qu'il n'a pas été ennuyé judiciairement parlant, parce on que peut pas. Il y avait rien. Exact, ouais. Oui, ils avaient affiché. Il l'a dit Pierre à un moment donné, c'est qu'on est contre une morale laïque, contre une morale républicaine, mais en vérité dans la loi, il tombe pas sous la loi, on peut parler d'animaux, on peut parler de pas sortir, pas danser. Il n'a pas fait d'incitation à la haine, il n'a pas fait mais où c'est écrit dans les textes. D'accord. Donc contre la laïcité, l'ordre moral de la République, oui, c'est vrai que c'est pas cohérent, mais pour la justice, il y a rien de... Bon, en tout cas, témoignage, vous, mesdames, messieurs, dames, vous avez fait le choix peut-être de les mettre en école privée ou dans une mosquée pour qu'ils apprennent la langue arabe ou le Coran, ou les deux d'ailleurs, parce que ça va de soi. Eh bien, vous nous appelez 01 40 33 9000, je sais, t'inquiète pas. Je sais qui c'est. Et vous pouvez nous apporter vos témoignages, qu'ils soient bons ou mauvais. On est là pour parler de tout et sans tabou. Moi, je vais sortir, je vais téléphoner. Je crois que c'est plus rapide pour toi. Ossine. Alors, la langue arabe, Ossine. Ah, tu veux mon avis à moi? Tu parles bien l'arabe. Comme de monde. Alors moi, en fait, quand j'étais petit, ma mère m'a inscrit pareil. Donc dans les années 90, c'était moins avant que toi. Et je plaisante. C'est pas beau ça. Tu rigoles, la taquine. Et donc en fait, moi bizarrement c'était dans une école primaire et pareil en début d'année on demandait si vous voulez inscrire. Voilà, c'était une prestation en plus que l'école primaire a proposé. Donc faut savoir que les écoles primaires sont régies par les municipalités, donc, comme les maternelles. Et donc je pense que c'était un choix municipal à l'époque de mettre des langues arabes dans les écoles. Après ça s'est vite arrêté. Je me rappelle c'était le samedi après-midi, donc on avait un cours en plus et on venait
la plupart c'était des Maghrébins, et on y allait pour apprendre l'arabe. Ça gênait personne. Ensuite, ça s'est arrêté dans plusieurs écoles, et après on est passé par des centres, plutôt des maisons de quartier, etc., où des associations proposaient ce service. Ça a toujours été ok, c'était juste la qualité des professeurs qui était pas terrible, etc. Même la pédagogie, on l'a jamais trouvée vraiment bonne. Donc après, on a essayé la mosquée, et là vraiment, dans ma jeunesse, je me rappelle que j'ai pas aimé du tout. Après, c'est mon avis personnel. Ouais. Hein. Ensuite, je pense qu'il y a eu tout de rien. Ouais. Moi, je pense que c'est bien d'avoir, si on résume tout ce que a proposé Blanquer, etc., ce qui a de bon pour nous en tant que communauté maghrébine et en dehors arabophone, etc., parce qu'on n'est pas que il y a aussi de la communauté noire qui parle arabe, il y a des Indonésiens, il y a beaucoup de monde. J'adore comment ils disent Wallah. Non, mais c'est vrai, il y a la langue arabe est parlée pour des raisons religieuses ou non, tu vois. Bon, pour la plupart, c'est pour la religion, mais pour la communauté maghrébine, ça l'est pas forcément. Il y a des parents qui peut-être veulent se séparer la religion de l'apprentissage de la langue arabe. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il y aura plusieurs choix qui leur seront proposés. Les mosquées continueront à apprendre la langue arabe pour ceux qui le veulent. Il y aura des écoles privées qui proposeront aussi quelque chose de plus de qualité, peut-être payant en tout cas dans le privé, et le public aussi. Et donc les parents de la communauté maghrébine et en dehors pour ceux qui parlent l'arabe ou qui souhaitent l'apprendre, comme on dit souvent, comme on m'a dit ce matin le député de République en Marche qui a très bien parlé. Peut-être que d'autres personnes veulent apprendre l'arabe. C'est une langue de qualité qui existe. Il y a des relations arabo-françaises qui existent dans plein de pays. Avec plein de pays arabes, je veux dire, plein de relations économiques et autres. Donc c'est important, on est des millions de personnes à parler l'arabe. C'est important de l'avoir à l'école. Moi, ce qui me choque le plus, c'est pas Blanquer et tout ça, c'est les réponses de la droite et de l'extrême droite. Ça a été choquant. Ils parlent en gros l'islamisme a gagné, qu'ils répondent, ils vont développer un communautarisme au sein des écoles. Même la droite, il n'y a pas que la fachosphère. Oui, enfin maintenant on a du mal à séparer la droite et la fachosphère. Et je pense que dans la République en marche aussi, ce sera une question qui va diviser le groupe, je pense. Bon, en tout cas, on vous demande votre avis. Est-ce que vous partagez l'avis de Blanquer? Anna, le résultat est surprenant. Oui, cher Christophe, le résultat est Qu'est-ce que ça nous donne surprenant, et je me suis fait effectivement la même réflexion que notre auditeur, donc Pierre, à savoir est-ce qu'on n'avait pas pris en compte juste une partie de la réponse. Ah bah ça, c'est pas de notre faute. Hein. Oui, donc sur Twitter, on est à 71% de personnes qui partagent l'avis de Monsieur Blanquer. Bon. Très bien. N'hésitez pas à commenter en bas suite à votre réponse pour nous expliquer pourquoi vous avez répondu oui ou non. Voilà. Alors au niveau des commentaires, Cheikh Houssine, donc laisse-moi juste... on est sur Twitter, LGF officiel. Oui, alors les commentaires, nous, on a eu des commentaires sur Facebook. Oui, absolument. Donc on a plusieurs commentaires qu'on nous laisse tranquille avec l'arabe, l'islam, on veut vivre notre foi, notre langue en paix dans le calme. Et par contre, on a Redouane Bouararage, le site, qui dit rien à voir. Ouais, ok. Donc je comprends pas trop ce qu'il dit. Et par contre, une autre personne qui intervient sur Facebook, donc un certain Abdelmajid, il a raison, les islamistes recrutent les jeunes à cause des cours d'arabe dont ils ont le quasi-monopole. Voilà, et ça a été en plus liké. Et c'est combien le résultat sur Facebook? Alors sur Facebook, on est dans les mêmes... dans les mêmes proportions, 71%, 29%. 71% de gens qui partagent l'avis de Jean-Michel Blanquer concernant donc l'apprentissage de la langue arabe à l'école. Après, peut-être qu'il y a une vraie inquiétude des parents de se dire oui, si j'emmène mon enfant à la mosquée, peut-être que ça va mal se passer. Mais moi, je trouve pas ça choquant que des parents maghrébins ou d'origine musulmane soient... aient peur un petit peu, etc. Oui. À tort ou à raison. Mais je trouve pas choquant. C'est que la communauté vit de la même manière que le reste de la France. C'est des personnes qui suivent les mêmes infos, qui ont les mêmes ressentiments par rapport à l'information qu'ils reçoivent. Aujourd'hui, faut pas se leurrer. Même si on a été tranquille pendant plusieurs mois, la religion, l'islam a été souvent pointé du doigt. Ah oui. Encore une fois, à tort ou à raison, mais souvent à tort. Malheureusement, c'est nous qui en faisons les frais. Peut-être que les parents aussi veulent pas, ils veulent faire connaître autre chose à leur enfant jusqu'à l'âge de faire leur choix eux-mêmes, et qui veulent pas avoir ils veulent pas être forcés de faire apprendre l'arabe à leurs enfants dans une mosquée. C'est leur droit. Après, il y a un constat quand même qui est clair et objectif, c'est que l'apprentissage de la langue arabe, que ce soit au sein des mosquées, des écoles privées
papier ou via des applications. Il en existe et il y en a de plus en plus. Il n'est pas uniformisé. Donc en réalité, quelle méthodologie ils utilisent? Est-ce que ces enfants, ils apprennent de la meilleure manière la langue arabe? Ça, c'est une question. Une vraie question. En tout cas, moi, c'est une question que j'avais amenée au débat quand j'avais été à la consultation des musulmans, qui était de se dire, oui, mais aujourd'hui, est-ce qu'on a un socle commun d'apprentissage avec une vraie méthodologie éprouvée et qui donne des résultats, positifs? Aujourd'hui, non. En fait, chacun peut-être a sa manière d'apprendre l'arabe. Et en plus, en dehors de ce circuit-là, des écoles privées confessionnelles, comme le précise Hossein, et des mosquées, on a aussi des parents qui apprennent à leurs enfants, et on a aussi des professeurs privés. Ça, il y a énormément de parents qui, en petits groupes, parce que ça revient, une école privée, il faut compter en moyenne 400 € à l'année, donc ça reste quand même assez cher. Ah oui. Donc on a généralement, c'est des femmes, en tout cas moi, à ma connaissance, c'est des femmes qui font ça de manière bénévole, qui chez l'une ou chez l'autre, arrivent à regrouper un certain nombre d'enfants, 4, 5, 6, je sais pas, peut-être un petit peu plus, et leur apprennent. Hafid est avec nous, salut Hafid. C'est Saïd. Saïd, pardon, excuse-moi, Saïd. Bonjour Saïd. Bienvenue à toi, t'as 30 secondes, on t'écoute Saïd. Alors, j'interviens concernant la langue arabe. Donc, c'est un faux problème parce que l'apprentissage des langues, ça reste un choix personnel. Celui qui veut apprendre d'autres langues, c'est un plus. Mais moi, je leur conseille, par exemple, le chinois parce que c'est la langue de l'avenir peut-être. Oui. Mais il faut savoir que les Arabes plus ne parlent pas l'arabe. Hein. Bien sûr. C'est déjà un problème au niveau. Est-ce que tu parles arabe, Saïd? Hein? Est-ce que tu parles toi-même arabe? J'ai de la chance, je parle 5 langues. Alors, vous avez de la chance, oui. 5 langues? Ouais. C'est un choix personnel, mais il faut. C'est un faux problème. Il faut penser à l'avenir des enfants, à les faire intégrer les grandes écoles. Oui, il pense à changer de portable aussi un jour. Saïd, parce qu'on entend très mal. Mais en tout cas, merci, on a bien compris que c'était un faux problème pour toi. Et donc c'est un enrichissement. D'ailleurs, on partage la vie. C'est toujours bénéfique d'apprendre une langue supplémentaire. Bien sûr. En plus d'arabe, qui est une langue avec laquelle on peut aussi négocier, converser. On sait d'ailleurs, voilà, les pays du Golfe notamment, ça parle chiffres, ça parle argent, ça parle dollars. Donc ça peut servir. Il faut pas oublier qu'au bac, on peut avoir. Merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2 avec Anan Zawani et avec Hossein Ras. Et on vous rappelle la question du jour aujourd'hui au rapport avec des propos de Jean-Michel Blanquer, qui est le ministre de l'Éducation nationale et qui est lui favorable à généraliser l'apprentissage de la langue arabe à l'école pour parer contre les discours extrémistes qui pourrait y avoir dans certaines écoles privées et certaines mosquées. Est-ce que vous y êtes favorable? Est-ce que vous partagez son avis? Vous répondez sur France Maghreb 2 sur Facebook ainsi que sur Twitter @GF officiel. Tiens, il y en a un qui s'est exprimé sur le sujet ce matin, interrogé chez Bourdin toujours. C'est le président de l'Institut du monde arabe. Est-ce qu'il est favorable, lui, ou pas? Réponse. Est-ce qu'il faut vraiment faciliter l'apprentissage de l'arabe à l'école? Ma réponse est oui. Pourquoi oui? D'ailleurs, quand j'étais ministre de l'Éducation nationale, je l'ai assuré du cours préparatoire aux universités. Aux universités, bon. Monsieur Jack Lang, voilà, qui est favorable, bien sûr, et c'est vrai qu'à son époque, cet apprentissage de la langue arabe, c'était dès le CP. C'est vrai, on est d'accord. Bon. C'est vrai. Vous n'avez pas de souvenir au sein de l'Éducation nationale, Christophe? Oui, absolument, oui. Ah oui? Oui. Lorsqu'il était ministre de l'Éducation nationale. Bon, c'était il y a longtemps, certes. Oui. Jacques Lang. Bon, en tout cas, vous pouvez continuer de vous exprimer, servir peut-être de la Minute Libertad qui arrivera dans à peu près un quart d'heure, 20 minutes, pour nous appeler sur le sujet 01 40 33 9000 pour prendre la parole à n'importe quel moment. C'est parti pour le zapping. Si on prend 100 millions d'Africains d'un remplacement de population. Parce que les mots bamboula, d'accord, ça maintenant, moi, très franchement, je vois un barbu en djellaba. La réimmigration, c'est le départ des immigrés. Réellement le déradicaliser, est-ce que c'est possible? Une bonne dose de cheval. Si la connerie se mesurait, il servirait de maître étalon. Le zapping avec un petit tour par CNews ce matin dans l'émission de Pascal Pro. T'as peut-être pas l'habitude de regarder, mon cher Hossein. Si. Si. Bon réveillant.
D'accord. J'ai vu Nadir ce matin. Ce matin, il y avait notre ami Nadir Kaya, effectivement, qui sera avec nous demain d'ailleurs, et il était accompagné de Mohamed Bajrafi, l'invité, justement pour parler du rapport El Karoui. D'ailleurs, il y était, Hakim El Karoui sur le plateau. Mais le passage que j'ai choisi, c'est ce petit clash. Mohamed Bajrafi, qui a remis à sa place d'une manière très courtoise et élégante, comme il sait le faire, comme d'habitude, Zineb Ezraoui. Écoutez ce petit échange, vous allez voir, il est très instructif et ça fait plaisir, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ou qu'on partage ou pas d'ailleurs le discours de Bajrafi. Ça fait plaisir quand même d'avoir des gens de qualité sur un plateau, des gens capables de pouvoir répliquer. Aménager des droits différents, pour les musulmans, les considérer ad vitam aeternam comme une petite communauté fragile qu'il faut caresser dans le sens du poil, soit parce qu'elle n'est pas capable d'adhérer à nos valeurs, ou alors parce qu'elle va actionner sa ceinture d'explosifs. C'est ça qui est insupportable. Je pense que la République doit être implacable. C'est dans ce sens-là qu'elle va intégrer tout le monde. Sauf votre respect. Et je termine juste, il y a des quartiers, effectivement, c'est ce que disent certains Français, entre guillemets, alors l'expression, elle est toujours difficile à utiliser, dits Français de souche, qui ont dû, disent-ils, quitter des endroits de la République parce que le mode de vie qu'ils avaient n'était plus compatible avec un mode de vie, entre guillemets, de ceux qui remplaçaient cette population. On peut le dire comme ça. C'est pas exactement cela. Mais pourquoi une preuve toute bête, toute personne qui réussit quitte ces quartiers-là. C'est la preuve, encore une fois, que c'est pas une question de mode de vie. Ouais. Mais pour répondre à ce que disait il y a les deux, madame, c'est beaucoup plus complexe. Le problème, c'est qu'on veut réduire une question multifactorielle à un seul pendant qui serait un pendant religieux. Je réponds à ce que disait madame. Depuis le départ, on dit le contraire. Juste pour aller dans le sens, il y a des on a dit mode de vie, hérité de la société arabe. Même pas parce qu'ils connaissent pas les jeunes qui posent problème fantasme. Et le mot a été utilisé ici et je l'ai trouvé très juste. On fantasme sur quelque chose dont on connaît rien du tout. Dans certains cas, on fantasme pas. On a juste à y aller, il n'y a pas. Non, mais on fantasme, même les jeunes. Moi, je parle de ce dont on parle. De voir dans certains quartiers toutes les femmes voilées, c'est pas un fantasme. Mais c'est une réalité. Mais vous savez, certains quartiers, vous savez, il y a certains quartiers, vous imaginez ce que vous dites sur le marché. Monsieur, on y va ensemble. En figure de rhétorique, on appelle ça, il y a un procédé qu'on appelle un procédé d'effet moutonnier, qui consiste à jeter des mots comme ça, certains ou beaucoup, qui n'ont pas de prise. Quels sont les chiffres, d'où vous pourriez les sortir? Mais moi, je voudrais quand même répondre à une question qui a été dite par madame. Il y a des pays où toutes les femmes sont voilées. On vous a écouté tout à l'heure. Je vous ai entendu dire que tout le monde devrait travailler le texte. Je suis entièrement d'accord avec vous, sauf qu'il faut quand même un minimum de sérieux quand on aborde les textes. Je vous ai déjà entendu dire, madame, pas du tout. Je vous ai entendu dire une fois, tous ceux qui savent, je vous ai entendu une fois dire, madame, sur une chaîne, que le mot amour est absent du Coran. Mais vous ne pouvez pas être quelqu'un de sérieux et dire quelque chose de pareil. Hubb a été utilisé 84 fois dans le Coran. Et vous avez quelqu'un en face de vous qui le connaît par cœur et je vous le donnerai. Donc quand vous dites des choses comme ça, si, je peux vous le dire. L'amour de Dieu. Non, même Hubb entre les hommes. Il l'aime et il les aime. Donc ça n'a pas de sens. Ou les mawadda. Mawadda veut dire quoi? C'est de l'amour. Mawadda n'est pas hubb. Si, c'est plus que cela. Mais c'est juste pour vous dire que vous dites des choses que vous n'êtes pas. Aimer les fruits et les légumes, ça. Non, hommes et femmes. Il a mis entre vous amour et. Il est sympathique dans le. Mais revenons à la chose. C'est juste pour vous dire que c'est pas parce que vous parlez arabe ou que vous baragunez l'arabe que vous pouvez travailler un texte. C'est pour ça qu'il y a des études de spécialistes là-dessus. Pas du tout. Je n'ai pas dit. Il y a des universitaires. Non, il y a des universitaires qui diraient jamais. Non, mais vous n'êtes pas islamologue, madame. J'ai fait des études d'islamologie. Oui, je suis sociologue des religions. Alors, si vous étiez islamologue, vous n'auriez jamais dit une bêtise pareille. J'ai étudié le Coran depuis le CP jusqu'à. Vous avez en face de vous quelqu'un qui l'a étudié depuis qu'il est né. Donc, envoyez ce que vous voulez. Vous dites des phrases. Vous dites. Oui, je vous dis, dites les choses. Pardonnez-moi. En fait, vous balancez des phrases à longueur d'année. Maintenant, je suis là. Je vois dites ce que vous dites. Vexé, monsieur. Non, c'est juste parce que c'est pas vrai. Mais j'aurais aimé que vous disiez les choses. Je suis là pour vous répondre. Écoutez, monsieur, moi, j'ai pas vu beaucoup d'amour en islam. Je retiens de votre dialogue. Je vous aime parce que par ma religion, c'est tout. Je retiens de votre dialogue que
si on apprenait l'arabe. Vous avez bien de la chance d'être dans un pays laïque, monsieur. Parce que moi, je n'ai pas grandi dans un pays laïque. J'ai grandi dans un pays qui m'imposait d'hériter la moitié de ce que vous héritez, même si... je viens d'un pays où la femme hérite de tout et l'homme n'hérite de rien. Il est à 100% musulman, madame. Vous avez de la chance d'être dans un pays laïque. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis que vous dites des choses que vous ne connaissez pas. Je retiens de votre... C'est un cas particulier. C'est intéressant. C'est une société à 100% musulmane. C'est la femme qui hérite de tout. Exactement. Je retiens de votre dialogue que... c'est pas... je vous dis... Non, mais en fait, vous en fichez complètement que je sois là. Désolé. Je peux partir si vous voulez, je peux rentrer chez moi. C'est juste... Bon, je retiens de votre dialogue qui était passionnant qu'aujourd'hui on parle de l'arabe à l'école. Vous avez parlé arabe. Si on avait appris l'arabe à l'école, j'aurais pu comprendre ce que vous dites. Non, mais attendez, c'est... Non, c'est juste pour vous dire qu'il y a le mot amour. J'essayais d'apporter et qu'elle a dit qu'elle existait dans la sunna du Coran. C'est faux. Moi, à mon époque, j'avais l'arabe, le choix de l'arabe ou de l'espagnol. Ok, c'est pas une nouveauté quelque part. Apprendre l'arabe classique, c'est une chose. Apprendre l'arabe du Coran, une autre. On était sur les solutions. C'était notre dernière partie et sur ce qui était imaginé. Et moi, j'ai été coupé. Voilà. Pas grave. Ce que je retiens, moi, de cette conversation, c'est que ceux qui nous expliqueront qu'il n'y a pas du tout d'islamisation de la France, c'est bien une preuve. On a des débats toute la journée et en permanence qui prouvent qu'il y a une islamisation de la France. Pas du tout. C'est ce que bien sûr. C'est des conversations. Non, l'islamisation vise certains individus qui sont musulmans avant tout. C'est pas le fait de vouloir l'islamisation culturelle. Je parle d'une islamisation culturelle. Ça n'a rien d'islamisme. Il n'y a pas d'islamisation. Quelle islamisation, madame? C'est une islamisation d'une partie de la communauté. D'une partie de la communauté musulmane. Je ne me sens pas islamisé, personne. Mais parce qu'elle l'a dit à la télévision, il fallait qu'on lui réponde à la télévision. Vous choquez, monsieur, c'est qu'on risque sa vie si on critique l'islam. C'est ça que je trouve choquant. Moi, je lutte pour qu'on puisse critiquer tout. Il faut critiquer, il faut être sans tabou. Voilà, extrait d'émission ce matin. Il a été bon, Bajrafil. Moi personnellement, je trouve regrettable que on se tire le chignon comme ça sur un plateau au sujet de notre religion et de notre communauté. Ça, j'en ai horreur pour de vrai. Oui, mais il y avait des vrais interlocuteurs face à elle. Bien sûr. Tu vois, ça change. C'est ce qui fait la différence. C'est très bien que ça existe. Maintenant, je trouve ça quand même regrettable qu'on en arrive à là. De deux, je pense qu'on peut parler plus posément, etc. Je parle pas de Bajrafil, au contraire, je parle d'en face. Et je pense aussi à la chaîne de télé, à l'émission en elle-même, qui laisse défiler des choses comme ça parce que ça leur fait de l'audimat et que ça buzz. Deuxième chose, Pascal Praud, qui est peu objectif pour un présentateur télé. C'est pas la première fois qu'il fait le coup, qu'un présentateur assure que, moi je suis d'accord avec Bajrafil pour le coup, qu'il assure qu'il y a des quartiers entiers où toutes les femmes sont voilées, etc. Faut qu'il nous y emmène. Voilà, il répète encore des mots comme beaucoup et souvent. Des présentateurs comme ceux-là, ils sont très peu objectifs. Ils n'ont jamais mis les pieds dans les banlieues. À chaque fois, dès que ça parle de cité, dès que ça parle d'arabe, dès que ça parle d'islam, et lui, il a toujours un avis et un vécu. Je pense qu'il défend beaucoup la vie de la fachosphère, etc. Qu'il le cache. Il a relayé d'ailleurs sur Twitter beaucoup de choses de la fachosphère. À un moment donné, CNews, si c'est vraiment une chaîne nationale qui est sur la 16, donc les 16 premières chaînes de la TNT, c'est quand même pas rien. Et le CSA aussi, il faut qu'il jette un coup d'œil parce que les présentateurs se doivent d'être objectifs. Neutre. Voilà, exactement. Neutre, voilà. Bon, Anan, t'as regardé ? Oui, j'ai regardé ce matin, rien à rajouter à l'intervention de Hossein Parfait. Ce qui est quand même assez cocasse, c'est qu'effectivement, on a la journaliste de Valeurs Actuelles qui dit qui apporte la preuve de l'islamisation de la France par la présence des sujets autour des musulmans et de l'islam à longueur de journée. Oui, on est les premiers à s'en plaindre et si aujourd'hui il y a bien des personnalités, que ce soit politiques ou médiatiques, qui font que il y a tant d'amalgames qui se créent, c'est parce que eux ne cessent d'en parler, ne cessent de créer des amalgames. Là, sur ce plateau-là, on peut quand même saluer Pascal Praud sur ce point-là, qui est que effectivement sur ces plateaux, et il le met de plus en plus en avant. Tout le monde a le droit à la parole. Bon, ça change, ça avance un petit peu. On remercie également Nadir qui s'en prend plein la figure sur les réseaux parce que effectivement il est de plus en plus appelé et ça me permet justement de pointer le doigt sur quelque chose qui est absolument pas acceptable, c'est qu'on a toujours les mêmes chroniqueurs. Aujourd'hui c'est Nadir, il est dans la vague, demain ça va être quelqu'un d'autre. Non, il faut une diversité des intervenants, il faut que chacun, les personnes qui s'expriment aient une vraie connaissance de leur sujet.
On peut pas venir demander à quelques chroniqueurs de Valeurs Actuelles, c'est toujours les mêmes, Virginie, etc., de venir s'exprimer sur tous les sujets. Non, c'est pas possible, c'est pas des spécialistes, et forcément, on a des avis comme ça qui sont totalement faux, pas justifiés, qui ne reposent sur rien, hormis un ressenti qui est disproportionné en fait. Changeons de sujet maintenant. Dans ce zapping, on va parler de Sonia Crimi, qu'on a eu l'occasion de recevoir. Sonia Crimi, pas sûr qu'elle reste très longtemps en marche. Pourquoi ? Parce que le député de La République En Marche, vous le savez, s'exprime à propos du président élu, Richard Ferrand, qui va prendre le perchoir de l'Assemblée nationale visiblement demain. Sonia Crimi, en tout cas, elle, pas très favorable à Richard Ferrand. C'est pas vraiment son choix. Écoutez. Oui, très bien. La nuit porte en conseil, on peut aussi voter blanc, non ? Je n'accueille pas cette élection avec une très grande joie. Je vous dis pas que c'est mon choix, je vous dis pas que je m'éclate parce qu'on n'a pas su effectivement se renouveler, on n'a pas su casser ses codes, on n'a pas su renverser la table comme Emmanuel Macron l'a fait. Sonia Crimi, députée de Seine-Maritime. Toujours aussi franche, bravo. Effectivement, sur cette élection, aucune surprise quant au fait que Richard Ferrand a été élu. De toute manière, c'était le candidat du président, celui qui a été mis en avant. Et derrière, on a ces plus de 300 députés de La République En Marche, toujours au garde à vous, à voter pour les mêmes. Est-ce qu'à côté d'autres personnalités de La République En Marche sont mieux ou moins bien ? On n'en sait rien. Toujours est-il que on a un président de l'Assemblée nationale qui fait partie de la majorité, encore une fois, parce que la représentativité des députés est mauvaise. Bon, on va parler maintenant d'une autre chose. Vous avez suivi la polémique Mélenchon-Macron ce week-end ? Oui. Bon, alors c'était rigolo. Adrien Quatennens, qui était invité d'RTL ce matin, au micro d'Elisabeth Martichoux, il revient sur la rencontre entre Jean-Luc Mélenchon et le président de la République vendredi soir. Il donne son avis, on écoute. Jean-Luc Mélenchon est plutôt un leader grande gueule, qui n'a pas peur des mots, des formules généralement d'ailleurs ciselées, mais vendredi soir, il n'a pas osé répéter devant Emmanuel Macron ce qu'il avait dit 2 heures auparavant, à savoir qu'il est le plus grand xénophobe qu'on ait. Fin de citation. C'est ça, le chef de la France Insoumise ? Mais vous n'allez pas me faire croire, Madame Martichoux, que vous découvrez ce matin que Jean-Luc Mélenchon est un républicain convaincu et conséquent, et donc capable de la plus banale courtoisie républicaine. Quand vous êtes attablé au restaurant à 12h30 avec quelques amis dans votre circonscription et que arrive le président de la République, excusez-moi, vous ne vous prêtez pas à un espèce de pugilat. Alors je sais que le temps est au clash d'aéroport, mais en l'occurrence, face au président de la République quand on est député, c'est pas ce qu'on donne à voir. Pour le reste, Monsieur Mélenchon assume ses positions, puisque plus tôt dans la journée, lors d'un rendez-vous qui était pour le coup prévu, celui-ci, il avait expliqué ce qu'il pensait de la politique, notamment sur l'immigration, sur l'Aquarius. Il avait rencontré le président de la République au Pharos, donc il n'y a pas d'ambiguïté sur le sujet. Adrien Quatennens, pour les explications, convaincu ou pas ? Non, pas du tout. Non, pourquoi ? Il n'a pas été bonhomme. Elle a bien traité de xénophobe dans l'après-midi, donc soit t'assumes. En plus, la réaction de Mélenchon, moi j'ai trouvé ridicule. Alors c'est pas dans l'après-midi, Hossein, je tiens à apporter une correction, c'était en 2016. C'était ça, non pas en 2000. C'était quand ? C'était pas du tout là, mais c'était il y a plusieurs mois en arrière apparemment. Je veux juste c'était vous dans la expliquer journée. Ce qui s'est passé. C'était dans la journée. On va juste se réécouter la scène qui a eu lieu ce vendredi soir. Pardon. Après, je continuerai ma réaction. Jean-Luc. Oui, non mais faut juste remettre les choses dans leur contexte. C'est important. Donc on resitue. Jean-Luc Mélenchon rencontre le président Macron à Marseille. Zama, une rencontre improvisée. Tiens mon œil. Il se trouve qu'auparavant, un journaliste lui a posé la question, ce même journaliste d'ailleurs qui est venu répéter comme quoi il avait dit que Macron était un xénophobe, lui a dit Macron a dit de vous que vous étiez xénophobe. Et ce sur quoi vous allez écouter la réponse juste après de Jean-Luc Mélenchon. Écoutez donc l'échange avec Macron et ce qui s'est produit juste auparavant. Alors j'ai l'extrait que j'ai chopé, évidemment, a occulté complètement la question du journaliste. Encore une fois, manipulation. On écoute. Il y a eu des mots très forts quand même tout à l'heure sur la xénophobie. Monsieur Mélenchon, c'est le mauvais avant. Vous avez dit que c'est le plus grand xénophobe qu'on ait, Emmanuel Macron. Non. Si, vous l'avez dit. Je l'ai dit. Vous l'avez dit. Non, ça m'étonnerait. Il l'a dit. Vous pouvez pas le croire. Non. Voilà. Le plus grand xénophobe qu'on ait, c'est quand même lui. Monsieur le président de la République française.
Je me rappelle pas comment j'ai dit ça. Il faut bien que je retienne votre attention, donc je trouve les mots qu'il faut pour ça. Bon, voilà, ça a peut-être des problèmes de mémoire pour Mélenchon, je sais pas, mais juste, je souhaitais resituer et recontextualiser la chose. C'est en une question d'un journaliste qui a dit que Macron a dit de vous étiez xénophobe, et ce à quoi il a répondu, ce que vous avez écouté à l'instant. Mais bon, il l'a bien dit, xénophobe, il l'a bien dit, on est d'accord, il l'a bien dit, mais il fallait juste resituer les choses dans leur contexte. Bah oui. Voilà. Vous l'avez trouvé c'était hallucinant cette. Pour moi, Macron, en plus c'est Macron qui décide de couper court à la discussion quand on regarde bien les images. Ouais, pour un mec qui fait de la com, tout, il voit ça tout de suite. Il a mené la danse. Oui. Même si c'est Mélenchon qui a fait genre d'arriver et de couper d'arriver de lui-même où Macron était. Ouais. C'est Macron qui a décidé de la fin de la discussion, qui dit bon bah très bien, au revoir, et il s'en va quoi. Donc moi je trouve que Macron il a été au-dessus, malheureusement ou heureusement pour les militants de chacun des côtés. Puis voilà, Mélenchon, moi je comprends pas pourquoi il a voulu aller à la rencontre. Si c'est pour y aller, tu vas pour clasher ou dire des vérités, sinon tu vas pas. T'es quand même un présidentiable et tu le restes encore pour les prochaines années, je pense. T'as bonne figure à faire. La diplomatie, oui. Donc jambes molles. Il y avait rien de concret, super jambes molles. Pour moi c'était. Anan pareil. Un coup de com'. Jambes molles. Il était très mielleux. Après, qu'on vienne pas insulter un président de la République ou même un député ou n'importe quel citoyen, évidemment que oui. Mais là, effectivement, l'occasion lui était donnée de lui envoyer quelques punchlines et réalité bien le faire, hein. et réalité politique, et il l'a pas fait. Donc effectivement. D'ailleurs, beaucoup lui en veulent, y compris d'ailleurs au sein de la France Insoumise. Il faut le savoir, ça a quand même grincé des dents. Se poser des questions sur. Non, et puis l'échange était trop mielleux. Ouais, ça se voyait. Ouais. Alors, juste précise quand même que des responsables de la France Insoumise déclarent quoi ? Vous vouliez le combat Boubacaris ? Bon, oui. Je vois pas le rapport. Je vois pas le rapport, donc voilà. D'un côté, on a les présidentiables et toutes ces personnes-là. Envoyer des punchlines avec respect et de l'autre côté, on a les Noirs et les Arabes qui se battent à l'aéroport. Moi, c'est l'effet que ça m'a fait. Bon, on change de sujet. Tiens, ce soir sur BFM TV, 22h30. Voici un extrait du reportage qui va être diffusé ce soir sur BFM TV. Et on va parler de quoi ? Sur Alexandre Benalla. Qui est-il ? Est-ce qu'il s'appelle vraiment Alexandre ? Voici la réponse. À sa naissance, Alexandre Benalla porte un tout autre prénom. Comme le prouve cette déclaration faite à l'état civil par son père, un professeur de chimie. Le 8 septembre 1991, 3h30, est né Marouane. L'enfant grandit dans ce quartier populaire d'Évreux. Très vite, ses parents d'origine marocaine se séparent. Il raconte aujourd'hui que son père, violent, a tenté de l'enlever à 3 reprises pour l'emmener avec lui au pays. Sa mère le cache et pour brouiller les pistes, fait franciser son prénom, comme l'atteste cet acte du ministère de la Ville. Les personnes ci-après de nationalité française sont autorisées à s'appeler Benalla Alexandre au lieu de Benalla Marouane. Extrait du reportage diffusé ce soir sur BFM TV. Ils se sont procurés d'ailleurs, BFM TV, ils s'en vendent bien, la fiche de paye, le contrat de Alexandre ou Marouane Benalla, diffusion ce soir sur BFM TV, 22h30. Voilà. Et je précise, parce que c'est tombé cet après-midi, qu'Alexandre Benalla refuse de se présenter devant la commission du Sénat. Ah oui. Il devait être entendu. Il a dit « Je n'irai pas tant que l'enquête judiciaire ne sera pas terminée ». Bon, ça, c'était couru d'avance de toute façon. Après, c'est pas un politicien, c'est un agent de l'Élysée. Donc, je pense qu'il n'a pas d'obligation spéciale. Hein. Non, il n'était pas obligé, bien sûr. Après, ce qui est quand même déplorable dans cette histoire, c'est que dès le démarrage, en fait, parce que effectivement, il est typé, on a tous, je dis bien tous, cherché à savoir est-ce qu'il est arabe ou pas arabe. Voilà. Bon, voilà, derrière le fait qu'on est... Oui, c'est ça, ce que j'ai dit, tous on a cherché à savoir est-ce qu'il était arabe ou pas arabe. Moi aussi, il m'a appelé, il m'a dit genre, il s'appelle Alexandre Zarma. Ouais, et derrière, ça justifierait en fait sa violence. Un arabe est violent. Aujourd'hui, c'est les raccourcis qui sont faits. C'est pas BFM qui a découvert ça, parce que je vous garantis que dans les premiers jours, je recherchais déjà sur Internet et j'ai trouvé un Alexandre Marouane Benalla. Oui. Donc il y a déjà une enquête qui avait déjà fait le premier jour, mais moi, j'avais pas vu quelque chose de surprenant là-dedans. C'est pas parce qu'il s'appelle Marouane, tu sais, il y a des gens de la communauté juive marocaine qui s'appellent Marouane aussi. Il y a en fait, on sait pas, c'est pas parce qu'on a un prénom arabe aujourd'hui qu'on n'a pas. Mais il y a quand même à s'interroger aussi sur nos réactions. Pourquoi est-ce qu'on avait besoin de savoir est-ce que c'est un arabe ou pas? Sur ce que dit Hanan. Je pense que c'est
peut-être aussi la télé qui nous habitue à ce genre de choses-là, des rebondissements. On est dans du secret story maintenant sur BFM Télé. C'est plus une chaîne d'information comme LCI, peut-être un peu mieux, ou France 24 surtout. Je préfère dire France 24. Oui. Parce que LCI ils essayent de copier. Mais BFM Télé aujourd'hui, et CNews, excusez-moi, ce qu'ils nous proposent, c'est ça, c'est des reality shows. C'est des feuilletons de l'été avec Benalla, feuilletons avec Johnny, feuilletons avec Booba et Karis. Ouais. Comme si ça intéressait à la base. Je pense pas que la population ou des téléspectateurs sont intéressés par ça. Mais avec une certaine habitude de regarder, on devient adepte de ce genre de... Est-ce que vous savez, il y a combien de téléspectateurs sur BFM justement? C'est quoi, du 500 000, 1 million? Ça dépend des moments. Ça dépend des moments. Et BFM Télé, on compte différemment, à ce que j'ai compris dans... Un petit Libertad, les gars? Oui. Avant la suite du zapping. Allô, bonsoir, qui est là? Oui. Bonsoir. Oui. Bonsoir, Kamel à l'appareil. Bonsoir, Kamel. Salut, Kamel. Kamel, je tenais avant tout et avant toute chose de m'excuser parce que tu étais parmi les auditeurs à vouloir poser une question à Ahmed Ogra hier sur notre antenne. Oui. T'as écouté l'émission comme moi. Je pensais qu'il ne servait absolument à rien de tirer sur l'ambulance, donc j'ai pas... voilà. Ah non, mais alors pour te rassurer, moi je tenais pas à tirer sur l'ambulance, mais comme il y avait des zones d'ombre et que c'est un sujet... Oui, mais vous avez entendu comme nous que, en fait, il nous a dit clairement que ce CFCM n'existe pas, il a aucun moyen, c'est une coquille vide, donc voilà, on a compris. Eh ben écoute, je rebondis par rapport au sujet que vous abordez là maintenant et ce que j'ai entendu tout à l'heure. C'est la minute Libertad, vas-y Kamel, t'as 1 minute. Alors écoute, moi je pense que finalement tout ça nous amène à quelque chose de très précis, c'est de finalement amener les gens à se révéler tels qu'ils sont. Et je crois que nous, notre posture, parce que il faut se remettre là où nous sommes. Nous sommes qui? Nous sommes les enfants de l'immigration. Nous sommes des gens qui portons une identité. Nous sommes au travers de nos patronymes, reconnus, etc. Et on voit bien que ce pays, avec une histoire compliquée, une histoire pas très glorieuse notamment, je crois qu'il faut dire les choses comme elles sont. Nous avons, les uns et les autres, vous qui êtes à l'antenne, ceux qui écoutent, etc., nous avons un devoir au travers d'un certain nombre de dénominateurs communs. Donc, au nom de ces dénominateurs communs, nous devons investir la République au même titre que les autres. Vous savez qu'on est aujourd'hui dans un pays de lobbyistes. Eh bien, nous sommes aussi, nous, les africano-arabo, berbérons, musulmans, français ou pas, nous sommes tenus, 17h29, bon début de soirée, bon retour à la maison, merci d'être avec tout le LGF, c'est là. Et maintenant, avec Osinras, c'est avec Anan Zawani, vous qui nous rejoignez peut-être à l'instant, vous sortez du travail, ils sont là, eux, depuis 16h, fidèles au poste, bien disciplinés. Anan Zawani, Osinras. On était en plein zapping, messieurs, dames, avant la pause. Et bien, on va continuer de terminer même ce zapping. Avant de finir et de vous parler de l'extrait que je souhaitais vous diffuser concernant Cache Investigation, qui, je le répète, est pour moi la meilleure émission du service public. Élise Lucet est une très grande journaliste. Un petit tacle signé Thierry Ardisson, qui était l'invité de Ruquier samedi soir dans On n'est pas couché. Il a eu des mots très sympathiques envers l'ancien président de France Télévisions, Patrick de Carolis. Écoutez plutôt. Il a viré en me disant finalement que c'était une sorte d'escroquerie de travailler à la fois chez Paris Première et chez France 2. Et en fait, l'avenir a prouvé que l'escroc c'était lui parce qu'il a été impliqué dans l'affaire Big Malion, pas moi. Voilà. Il a pas. Charles, sauf erreur de ma part, il n'a pas encore été condamné. Voilà, le petit tacle au passage signé Thierry Ardisson envers Patrick de Carolis, qui, c'est lui en fait qui a fait partir Ardisson de France 2 et de Tout le monde en parle. Voilà. On regardait je regardais beaucoup, émission. Ouais, j'aimais beaucoup, moi, Ardisson, tout le monde en bien parle. Ah ouais. Tout le monde en parle, j'aimais bien. Ouais, parce que là, Salut les terriens, etc., c'est vraiment pas terrible. C'est plus la même émission, quoi. Non, c'est plus la même. C'était très top, c'était très objectif. On invitait vraiment tout le monde, on découvrait beaucoup de trucs différents. C'était bien. Ouais. Alors, plainte ou pas plainte, là je parle de Wauquiez et l'émission Quotidien. Yann Barthès, vous vous souvenez peut-être que Wauquiez avait décidé de porter plainte contre Yann Barthès et l'émission Quotidien parce qu'ils avaient diffusé des propos en off signés Laurent Wauquiez. Et oui, à la fac, absolument. Yann Barthès, on a rajouté une couche hier, écoutez. Vous avez porté plainte. Bien sûr. Merci beaucoup. Alors on s'est encore renseigné ce matin, sachant qu'on s'était déjà renseigné la semaine dernière et notre avocate est en train de s'arracher les cheveux. Nous n'avons aucune plainte. Les gens, aucune. De Laurent Wauquiez, aucune. Alors il y a forcément un bins, quelque part. Il y en a un de nous deux qui ment. Ah, qu'est-ce qui tacle, Barthès. Yann Barthès, par contre, je le trouve vraiment fort.
Ouais. Toujours juste. Au niveau de ses plateaux d'invités aussi, je trouve ça plutôt pas mal. Ouais, son émission aussi. Son et si vous émission rencontrez aussi, les chroniqueurs dans la rue là avec le micro quotidien, etc., vous allez voir qu'ils sont très cool. Ils ont une méthode de travail qui est top aussi. Ah oui. Tu les as rencontrés? On les a rencontrés dans des salons quand j'emmène les jeunes et les familles, etc. Ils viennent souvent pour prendre des petites images loufoques, marrantes, ou prendre des scènes quand il y a des gros invités comme tu vois, la présidente de la région ou la maire de Paris et compagnie. Et ouais, c'est très marrant. Bon, alors on y arrive à cette émission qui fait son retour ce soir. Hein. C'est la rentrée de Cache Investigation, présenté par Élise Lucet, vous le savez, consacré ce soir au plastique. Et dans cette émission, dans ce reportage, un extrait, les étranges contradictions du vice-PDG de Coca-Cola. Écoutez plutôt. En janvier dernier, le groupe a fait une annonce choc. D'ici 2030, la marque nous promet A World Without Waste. En français, un monde sans déchets. Rien que ça. Et c'est le grand patron de la Coca-Cola Company lui-même, James Quincy, qui s'y engage. C'est complètement faisable. Il faut créer une économie circulaire, c'est un modèle pour la Chine, pour le monde entier. Il faut tout faire pour favoriser le recyclage. On aimerait bien les croire, mais ce n'est pas la première fois qu'ils nous font le coup. Alors on a cherché. Une note de travail a retenu notre attention. Elle date de 2016. Elle est signée de la responsable du lobbying de Coca-Cola à Bruxelles. Les petits points, ce sont toutes les mesures qui pourraient être adoptées par l'Europe et qui dérangent les intérêts de Coca. Et puis, à droite, il y a un cercle. Fight back. Ce sont toutes les mesures sur lesquelles la firme ne veut absolument pas transiger. Et parmi ces mesures que Coca refuse absolument, il y a l'augmentation des taux de collecte et de recyclage. Oui, on a bien lu. Coca-Cola veut se battre contre l'augmentation des taux de recyclage européens. Est-ce que vous connaissez ce document? Oui. Il y a un cercle que vous appelez Fight Back. En français, Fight Back, ça veut dire contre-attaquer. Expliquez-moi. Ce document ne reflète pas notre stratégie aujourd'hui. C'est un document Coca-Cola. C'est un vieux document, comme vous avez dit, qui date de 2016. Il n'est pas vieux, il a 2 ans. Notre nouvelle stratégie a été lancée en janvier et ce document ne reflète pas cette stratégie. Affaire à suivre ce soir sur France 2 dans cette émission Cache Investigation signée Élise Lucet. Alors moi je pose une question, Anne. Christophe. On est là pour Cache Investigation, effectivement, on attend ce rendez-vous qui est maintenant mensuel, je crois. Oui, voilà. Ça dépend. Avec grand intérêt, donc les sujets sont toujours pertinents. On salue effectivement Élise Lucet d'aller à la confrontation et d'informer le public sur des sujets aussi importants. Mais derrière, moi ça fait pratiquement 1 an que je suis ces émissions. On a eu des sujets lourds, impactants, où on avait des politiques qui étaient remis en cause. Là, c'est des industriels. C'est au-delà du fait que le plastique, effectivement, ça impacte l'écologie, ça impacte aussi la santé de tout à chacun, parce que quand on a une bouteille et qu'elle est exposée à la lumière, en réalité, ça rejette certaines substances qui sont nocives, voire cancérigènes. Mais au bout du compte, qu'est-ce qui se passe après Cache Investigation? On s'affole un petit peu sur Twitter, c'est là où, effectivement, cette émission, on en parle le plus, mais derrière, il n'y a rien. Absolument rien ne change. Combien en tout cas, ça a le mérite d'exister quand même. Oui. Après, ça peut être. Mais est-ce que c'est normal? Ça peut être contre-productif pour les analystes de Coca-Cola. Par exemple, si l'émission Cache Investigation, qui est très regardée, n'a aucun impact sur les gens par rapport à ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de révolte sur les réseaux sociaux, c'est une contre-pub pour eux, parce que Coca-Cola, ils vont en tirer les bénéfices en se disant, vous avez vu, on parle d'écologie, on nous montre en mauvais payeur en termes d'écologie, mais finalement, on n'a aucun impact négatif, donc on ne touche pas à l'écologie. Donc ça peut être un mauvais retour. Je voulais juste terminer sur un truc. Oui, il faut savoir que des émissions comme celle-là aussi, je dis pas que c'est volontaire de leur part, malgré eux. C'est comme les émissions faites sur le tabac, quand on investit le tabac, les lobbies, etc. Il faut savoir que c'est la plus grosse publicité pour eux. On le sait pour le tabac, parce que la publicité sur le tabac est interdite. Et quand on fait un reportage sur le tabac, le concert lié au tabac, etc. Et ben c'est des rentrées très bénéfiques pour l'industrie du tabac, puisque on a envie de fumer, on a envie de consommer de la cigarette parce qu'on voit des gens fumer dans le reportage, etc. Et Coca-Cola, c'est la même chose. Qu'on en parle en bien ou en mal, ça reste une publicité d'1 heure sur France 2. Aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'on est dans le trou.
toutes ces Dans le informations. Oui, on est dans le trou, Christophe. Toutes ces informations, Profond, alors. on les connaît, on les sait. Elles sont diffusées en prime time et il n'y a rien qui bouge. Ouais, mais en tout cas, ça a le mérite d'exister quand même. En tout cas, c'est bien. Moi, je salue le travail d'Élise Lucet, je persiste. Moi, j'ai l'impression que c'est une manipulation supplémentaire dans le sens où, oui, on vous donne des mais Christophe, non, on vous donne des informations pour qu'effectivement vous vous énerviez, on n'est pas content, c'est pas bien, mais derrière, on ne peut rien faire. Après, je pense politiquement, c'est tellement puissant tout ça qu'on ne peut rien faire. Le rôle d'Élise Lucet de son émission, je pense que c'est de dénoncer. Pour le coup, elle elle dénonce avec preuve à l'appui. Je suis encore d'accord avec Hanan que derrière, il faut quand même que les instances décisionnaires et qui sont légitimes pour faire ça, fassent quelque chose. La santé, l'écologie, compagnie, l'économie, tous les ministères, etc. C'est leur rôle, c'est pas le rôle d'Élise Lucet. Ça, c'est des sujets qui font buzz pendant 2 jours, 3 jours, et après on oublie. Je vous aime, Élise. Bon. Oui, moi aussi, je l'aime bien. Elle a un charisme, de présentatrice. Bravo. Aussi. Oui, puis elle était présentatrice du journal TV. Bien sûr, elle a fait pièce à conviction sur France 3. Elle a que des bonnes choses, Élise Lucet. Enfin, moi, j'aime bien. Voilà. Oui, évidemment. Et elle n'est pas tombée dans le sensationnel comme certains, comme de la Villardière, par exemple. Elle ne nous a pas fait un truc sur l'islam radical ou cocasse. Oui, mais derrière, la question de fond, elle ne change pas. Qu'est-ce que ça nous apporte? Est-ce que ça change traité ça, c'est à nous de faire changer les choses, c'est pas elle. Elle a fait son boulot, elle dénonce. Comme je te dis, Christophe, on est dans le trou. Oui, mais les citoyens, comme a dit Christophe, les citoyens aussi, ils ont une responsabilité. Exactement, arrête d'acheter ça. Si ce soir on nous démontre que Coca fait de la merde, c'est à nous de plus acheter Coca et puis c'est tout. Pas Christophe. Oui, absolument. Bon. Qu'est-ce que tu veux dire aussi? Non, rien du tout. Non, mais aujourd'hui, on consomme ce qu'on nous donne à consommer. Voilà, c'est ça la réalité. Bon, allez, c'est parti pour le buzzer. Je rappelle le principe du buzzer, j'aime bien ce buzzer. Parce que c'est des mots-clés que je vous donne et c'est à vous de choisir si on développe ou pas l'actualité, l'information en question. Là, je vous donne 3 mots-clés. John Bolton, États-Unis, CPI. On développe ou on développe pas? Ça me dit rien. John Bolton? Ouais. Les États-Unis, je connais, c'est un pays là-bas. CPI. Cour pénale internationale. Ouais, aussi pareil. On y va? Et John let's go. Par curiosité, ouais. Alors, par curiosité, sachez que les États-Unis, avec la très violente charge lancée hier par le conseiller à la sécurité de Trump, John Bolton, contre la CPI, la Cour pénale internationale, reconnue par 123 pays dans le monde, mais pas les États-Unis. Ces pays qui jugent, en tout cas, les crimes de guerre, vous le savez, les crimes contre l'humanité commis sur la planète, depuis 2002, l'année de sa création. Eh bien, hier, c'est carrément un faire-part de décès que John Bolton a adressé à la CPI. Écoutez plutôt, voici la preuve. Les États-Unis mettront en œuvre tous les moyens possibles pour protéger leurs citoyens et ceux de leurs alliés des poursuites injustes de cette cour illégitime. Nous n'allons pas coopérer avec la CPI, nous n'allons pas fournir d'assistance à la CPI et nous ne rejoindrons certainement pas la CPI. Nous allons laisser la CPI mourir d'elle-même. En tout état de cause, la CPI est déjà morte pour nous. Cette organisation est le pire cauchemar de nos pères fondateurs. Un élégant bâtiment installé dans un pays étranger qui décrète la culpabilité ou l'innocence de citoyens américains. Quelle arrogance! Signé John Bolton, le conseiller à la sécurité de la Maison Blanche. Pourquoi? Parce que il y a un membre de la CPI qui a menacé de poursuivre les États-Unis pour crimes contre l'humanité en Afghanistan notamment, et pas seulement, mais en Afghanistan. Eh bien voilà. Alors CPI, John Bolton, États-Unis. Comment vous considérez cette menace? Qui menace pas, qu'il le fasse. C'est ça que pour revenir en avant. Et pour dire CPI, le pays étranger, c'est l'AE, où se situe la Cour pénale internationale. C'est effarant de voir, c'est effarant de voir comment ils menacent de la sorte. Effarant. C'est un véritable faire-part de. Effarant, non. Ouais. On a l'habitude, dès que les intérêts américains sont remis en cause, dès que leur légitimité est remise en cause, dès que leur responsabilité pénale, morale est pointée du doigt, et écoutez, on fait dans le protectionnisme et on reste chez nous. Je rajoute. Ils sont pas sortis c'est de quelle instance internationale qui sont sortis les États-Unis dernièrement? Qu'on nous le dise. En tout cas, je rajoute qu'il a déclaré aussi que si on s'attaquait aux États-Unis et à Israël et à d'autres alliés américains, nous réagirons de la même manière. Donc voilà. Au moins les choses sont claires. Qui s'enferment de plus en plus dans leur monde, il n'y a pas de souci. Ils sont de toute manière en décadence, donc allons-y. Si je vous dis Macron, popularité, président, on développe ou on développe pas? Non.
Enfin, moi, non. Rosine ? Non vous on en sait, foutez non, on le sait. La semaine dernière. Pourquoi ? Parce que c'est plus en marche et c'est en chute libre. Hein. Voilà. 12 points de moins pour Emmanuel Macron. C'est un sondage 30% Odoxa. de personnes qui trouvent que c'est encore un bon président. Hanan, on a dit non. Oui. Voilà, d'accord, non. Allez, non. Qui coule encore. En tout cas, c'est le Premier ministre fait un peu mieux, 35% lui de popularité. On a dit non, Christophe. Oui. On a dit non, c'est vrai. T'as raison. Voilà. Bon, alors on enchaîne alors avec une autre info. Donc dans ce buzzer, pas mal ça. C'est pas mal. Écoutez plutôt. Si je vous dis Algérie, Suisse, armes. Ouais. Allez, pourquoi pas. Alors moi, c'est une info qui m'a un peu surpris quand je l'ai vue. Sachez que les ressortissants algériens font partie des nationalités pour qui il est interdit d'acheter ou de posséder des armes en Suisse, ni se rendre dans un stand de tir dans le pays, rapporte ce samedi le journal suisse, la Tribune de Genève. L'Algérie est le seul pays du Maghreb et même le seul pays africain à être concerné par cette mesure. Les autres pays dont les ressortissants ne peuvent pas acheter ou posséder des armes, ni se rendre dans un stand de tir en Suisse, sont l'Albanie, la Bosnie, le Sri Lanka, le Kosovo, la Macédoine, la Bosnie-Herzégovine, je l'ai dit, et la Turquie. Voilà. Alors, c'est très particulier. J'ai cherché à comprendre pourquoi. Visiblement, c'est parce que c'est des pays qui étaient en guerre, sauf que l'Algérie, on vous apprend rien, n'est plus en guerre. Ils ont considéré, en tout cas, que il y avait une certaine présence. Voilà, c'est totalement discriminatoire. La communauté algérienne de Suisse devrait monter au créneau et porter plainte pour discrimination. Un Centrafricain, il peut s'entraîner. Oui, absolument. Parce que l'Algérie est le seul pays africain à être concerné par cette mesure. Un Libyen, il peut aussi. Donc des pays instables. Là, je suis en train de citer des pays où il y a des troubles. Oui. Il y en a plusieurs, mais ils peuvent quand même aller s'entraîner. Oui. C'est quand même bizarre. C'est bizarre. Oui, mais c'est vrai. On a quand même Albanie, Sri Lanka, Kosovo, Macédoine, Bosnie-Herzégovine, Serbie et Turquie. Oui. Voilà. Turquie. Voilà. Qui n'est pas en guerre. Non, mais Turquie, c'est. Enfin, mais tous. Bon, voilà. Vous le savez maintenant. Hein. Vous le pouvez le vérifier dans la citoyens Tribune de Genève. suisses qui vivent en Suisse. Samedi dernier, sorti. Bon, alors info toujours et encore. Tiens, Algérie, Irak, Saddam Hussein. On développe ou pas ? Oui. À la demande d'Ossine. Pourquoi je choisis cette info ? Parce que visiblement il y a eu des petits problèmes et le ministère irakien des Affaires étrangères a convoqué hier l'ambassadeur d'Algérie à Bagdad pour protester et demander des explications concernant ce qui s'est passé lors d'un match par rapport à des slogans. L'USMA, un match avec une équipe irakienne, et les supporters de l'USMA ont crié des slogans pro Saddam Hussein et, selon le ministère des Affaires étrangères irakien, anti-chiites. Et donc ils ont quitté le terrain, ils sont partis et ça a monté en épingle tout ça. Donc du coup, l'Irak a convoqué l'ambassadeur d'Algérie en Irak hier. Et voilà où on en est. Rappelons quand même aussi, à juste titre, que les supporters de l'USMA, mais aussi dans la plupart des stades en Algérie, sont vraiment très très durs. Je me rappelle des images de Ouyahia, le Premier ministre, qui s'en était pris plein son grade lors d'un match. Il était venu y assister et je peux vous dire qu'il a jamais peut-être autant reçu d'insultes que dans toute sa vie que ce soir-là. Donc il y a une véritable liberté d'expression dans les stades et ça gêne. Alors choquant ou pas choquant ? Même en dehors des stades, c'est là où en Algérie, par exemple, dans les matchs, les plus gros matchs où il y a le plus de buzz, à la sortie du match, ça s'embrouille encore jusqu'à dans la route avec entre voitures, etc. Ouais. C'est différent de la France ? Non, c'est différent quand même. Oui, quand même. Il y a beaucoup d'émotions en fait. Ils sont, je sais pas, ils prennent le match à fleur de peau pour de vrai. Je sais pas, c'est bizarre. Ils ont besoin de se dégager, de s'embrouiller un petit peu. Là, j'en doute pas. En Irak, à mon avis, ça a dû se passer vraiment comme ça. Après, ça reste une chanson, etc. Je pense pas qu'ils vont aller plus loin. Oui, non, mais voilà. En tout cas, c'est pour vous expliquer l'hostilité qu'il peut y avoir entre ces deux pays à cause d'un match de foot. Autre info. Ah, ça j'aime bien aussi. Si je vous dis Eurovision Israël artiste, on y va ? On y va. Pourquoi ? Parce qu'il y a 140 pays qui signent une lettre, messieurs dames, appelant au boycott de l'Eurovision 2019 qui se déroulera, je le rappelle, en Israël. J'ai regardé parmi les artistes qui ont signé. Alors il y a beaucoup de Belges, beaucoup de Canadiens, beaucoup de Danemark.
très peu de Français. En tout cas, ils appellent au boycott de cette Eurovision qui se déroulera en Israël. Tant que le peuple palestinien n'aura pas retrouvé une quelconque liberté, nous ne pouvons pas cautionner de telles choses. Faut pas oublier que la France a été représentée par un ancien soldat de Amir. Bien sûr, Amir, qui se dit sarcellois, mais nous, dont on n'a pas connaissance. Donc voilà, c'est un ancien soldat israélien qui a représenté la France quand même à l'Eurovision. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc on salue en tout cas cette initiative d'Artistes 140, peut-être plus. La liberté viendra de la culture. C'est quand les personnes, les artistes, toutes ces personnalités issues de la culture montent au créneau qu'on arrive à apporter un changement. Donc oui, continuons. Je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Je suis sûr que vous allez buzzer sur cette affaire. Si je vous dis député Valls Barcelone. Oui. Ah bah oui, on buzz hein. Pourquoi ? Parce que l'ancien Premier ministre a été élu dans sa première circonscription de l'Essonne, vous en souvenez évidemment. Avec le député apparenté de La République En Marche n'a visiblement pas fait une croix sur la société de l'assistanat joint par le Parisien au début de l'été. Manuel Valls confirmait qu'il avait une présence moins active que lorsqu'il était député maire. L'ex-premier ministre préfère visiblement voyager à l'étranger pour donner des conférences. Je reviens de New York, j'ai été en Israël, Belgique, Italie, Allemagne, en Espagne. Et ça prend pas mal de temps, confiait-il aux Parisiens, Manuel Valls bien sûr. Pourtant, son élection au poste de député n'avait pas été simple. L'ex-premier ministre avait même à l'époque accusé d'avoir triché. C'était contre Farida Amrani, on en avait largement parlé ici. Ouais. Absolument. Eh bien, Valls est actuellement en route vers Barcelone. Plus concrètement, il y est déjà, il s'affiche d'ailleurs à la une des magazines, vous avez peut-être pu voir, avec sa nouvelle conquête, Compagne, la riche héritière de laboratoire pharmaceutique Suzanne Gallardo. Au lieu de faire sa rentrée à Évry, sachez que l'ancien maire a préféré boucler son cartable à Barcelone. Il donnera des cours dans une école de commerce et de droit de la ville espagnole sur le thème processus migratoire et géographie urbaine. Objectif presque affiché, les élections municipales de Barcelone en mai 2019. En attendant, entre Assistana et Farniente, Valls a choisi de continuer vraisemblablement à toucher ses indemnités de député pour préparer un scrutin en Espagne, à savoir en étranger. C'est choquant. Par contre, c'est un vrai scandale parce qu'il y a une loi qui est passée, en tout cas un projet de loi qui est passé pour justement un petit peu jeter un coup d'œil sur cet absentéisme des députés et défalquer leur salaire. Je ne sais pas, est-ce que c'est d'un tiers ou à certains pourcentages. Est-ce que c'est applicable d'ores et déjà pour Moi, je dis Valls démission. Manuel Valls. Moi, je dis que tous les gens de cette circonscription doivent appeler à la démission de Valls. Il fait partie des députés les plus absents aussi. Cette élection, elle est très douteuse, on le rappelle, c'est pas des blagues quand Ulysse et Farida nous disent qu'avec preuve à l'appui, qu'il y a litige, qu'il y a des gros litiges. Malgré tout, c'est passé. Au jour d'aujourd'hui, on se rend compte que c'est la mauvaise personne elle n'était pas faite pour cette circonscription. Elle le prouve encore. Il abandonne un petit peu sa place de député puisqu'il part à Barcelone pour donner des cours. Il est en plus conseiller municipal, Et les conseillers municipaux. Il vient plus. Donc il est absent de tout. Non, il vient plus. Si on a arrêté le cumul des mandats, c'est pas pour rien. C'est pas pour qu'il aille à Barcelone. Et après, celui qui a appelé à la peur du communautarisme, etc. Là, on se voit que c'est lui qui est le plus communautaire en allant vers son pays d'origine. On dit quoi, Valls démission ? Valls démission et surtout le gouvernement et ce président de l'Assemblée nationale nouvellement élu, Richard Ferrand. Il faut le pousser à réagir. Et pas seulement pour sa présence en tant que député. Il ne faut pas penser qu'un député, sa place, elle est que dans l'hémicycle. Elle est auprès des citoyens dans sa circonscription. Oui, mais dans sa circonscription, Barcelone, c'est pas sa circonscription. Exactement. Et il est payé doublement assez bien. Donc là, si on parle vraiment d'aide sociale, de suppression de plein de choses en France, il faut commencer par Manuel Valls et remettre les... Allez, si on lançait sur Twitter le hashtag Valls démission. Très bien, Farida Amrani qui a réagi le 29 août déjà, important. Oui, absolument. Après le financement d'une campagne municipale à Barcelone, les contribuables français seront heureux d'apprendre qu'ils payent désormais la lune de miel de Manuel Valls. Et elle pose la question, quid des habitants et habitantes de notre circo ? Allez, on lance le hashtag Valls démission. Valls démission, puis un petit coucou à Farida Amrani, à son acolyte, son ex, qui sont beaucoup présents sur le terrain. Ils font un travail en toute sincérité formidable. Avec cette équipe et bien sûr Elsa Touré aussi qui Elsa Touré,
c'est une équipe qui est toujours sur le terrain. Ils attendent pas que les élections pour être présents. C'est pas des personnes qui perdent ou qui gagnent pas et qui s'en vont. Non, ils sont là, ils sont présents malgré leur métier, leur rôle de père de famille ou mère de famille, etc. Mais en réalité, pour leur ville. Tous ces députés de la France insoumise, moi je les trouve, on le voit, on les suit, ils sont très présents, on les voit partout. Que ce soit dans des réunions sur le terrain, ils font un vrai travail. Dans un instant, et pour finir, messieurs, dames, un petit Libertad, on aura le temps, un petit tour par une cagnotte Litchi qui tient à cœur à Ossine. Voilà, et vous allez endosser durant la pub votre tablier de rédacteur en chef, de rédacteur de rédaction. Hanan Zawani, nouvellement nommée rédactrice en chef de BFM TV. Ossine Ras. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Inscrivez-vous pour Libertad tout de suite dans une petite minute ou deux. 01 40 33 9000. On prend vos appels sans filtrage pour l'heure. Avant de passer à la une de demain, Ossine, tu souhaitais nous parler d'une cagnotte Litchi. Ouais, excusez-moi. Sans rentrer plus dans les détails, voilà, il y a une petite affaire qui est arrivée une grosse affaire qui est arrivée à Sarcelles. Donc ces derniers jours, on en parlera plus longuement dans quelques jours parce que là on va pas rentrer trop dans les détails. Il y a un jeune homme, malheureusement un jeune homme de Sarcelles du nom de Bakary Silla, âgé de 26 ans, qui a été retrouvé dans un lac, qui a été retrouvé mort dans un lac du Bois de Boulogne ces 2 derniers jours. L'enquête est encore en cours, donc on sait pas trop ce qui s'est passé réellement. Bon, pour respect pour la famille, on va laisser les avocats et tout ça prendre en charge et décider de la suite des choses. Donc là, juste je voulais parler d'une cagnotte Litchi qui est en ligne. D'accord, donc en fait c'est organisé par la famille Silla, vous la trouverez directement sur internet. La cagnotte Litchi, c'est pour Bakary Silla, 26 ans, habitant de Sarcelles, décédé. On peut la partager sur la page dimanche 9 septembre. Donc voilà, on va la partager sur le donc super, merci, qu'on va partager sur la page du Grand Forum pour la retrouver. Et si vous voulez aider la famille, etc. Donc voilà, allez sur la page du Grand Forum, on en parlera plus dans quelques jours. Dès qu'on aura des éléments, bien sûr. Voilà. À la une demain, Hanan Zawani, nouvellement, fraîchement élue, rédactrice en chef de BFM TV. Oui. À ma droite, Ossine Ras, rédacteur en chef de CNews. Nous avons 2 sujets à proposer aujourd'hui. Vous allez devoir choisir celui qui va faire la une de demain. L'affaire Benalla, qui est d'ailleurs en top tweet en ce moment, au vu du reportage qui va être diffusé ce soir sur BFM TV, qui nous promet des révélations avec fiches de paye et contrats qu'a réussi à se procurer BFM TV. Ou on continue de parler du rapport El Karoui et de l'islamisme en France. Qu'est-ce que vous choisissez, Madame Zawani, chez BFM demain ? Moi, je pense qu'ils vont continuer sur BF. Ouais, ils vont continuer à parler du rapport El Karoui, ouais. D'accord, et du côté de chez CNews, monsieur Ossine Ras, qu'est-ce qui va faire le buzz chez vous ? Je pense que sur BFM, ils vont continuer sur Benalla plutôt. Oui, alors, Benalla, on a Benalla, on a Karoui, on a qui en troisième ? C'est tout, on a que sujet proposé. Seulement, on choisit, on est en réunion de rédac, là, on y va les gars. C'est bien, au moins la communauté maghrébine, elle sera mise en avant demain. Oui. Je pense que ça va être plutôt Karoui qui va être mis en avant sur CNews, puisque la grande émission de BFM ce soir sera sur Benalla, donc ils vont pas leur faire de pub et tout ça. Vous avez pas envie de faire comme eux, quoi. Ouais, exactement, voilà. Si tu veux que je rentre dans la peau du. Non, mais après, sur CNews, il a quand même eu la parole 2 fois avec El Kabash et ensuite avec. Oui, mais déjà 203, Nan. C'était des exclus qu'on avait, donc on les a mis en avant sur CNews. Je pense que BFM fait du réchauffé. Voilà. Donc voilà, un copie sur nous à chaque fois. Dites pas défendez votre beefsteak un peu, je sais pas moi. Non. Mais voilà, ils sont passifs, BFM. C'est pas comme CNews, on est des leaders. Non, mais après, quand les arguments sont bons, il ne faut pas être de mauvaise foi. Continuez à suivre CNews, c'est très bien de votre part, BFM. Merci. Et ça sera peut-être à la une demain. Merci Ossine Ras, merci Hanan Zawani. Attendez, c'est pas fini. Vous reprenez votre habit de chroniqueur du LGF, c'est quand même beaucoup mieux d'un coup. Et pour terminer avec un petit Libertad. Tiens, on a une petite minute ou deux, Maxi. Ah, super. Allô, bonjour, qui est là ? Et Youssef Drancy. Salut Youssef Drancy. Qu'est-ce que tu veux, toi ? J'ai entendu critiquer Pascal Pro, mais il dit quand même pas mal de vérité quand il dit les femmes voilées, il y a des villes. Non, ça suffit, j'ai même pas envie de l'entendre. Attends, mais laisse-le s'exprimer, c'est Libertad. À la Courneuve, par exemple. À la Courneuve, oui, qu'est-ce qu'il y a ? À la Courneuve ou pas ? Bien sûr qu'on connaît la Courneuve, c'est chez nous. Non, mais vous êtes sérieux ? Attends, termine. Non, mais cet auditeur-là, moi je suis désolée, cet auditeur-là, il est toujours dans la provocation. Alors qu'est-ce que ça veut dire que 70%, 80% des femmes sont voilées ? C'est totalement faux. C'est totalement faux. C'est totalement faux. C'est vrai, va à la Courneuve, va. Moi, je connais. Écoutez, le fait de porter un voile, de toute manière, c'est pas quelque chose de négatif, mais après venir continuer à dire que 70% à 80% des femmes sont voilées, ça n'est pas vrai.
Bon, en tout cas, Youssef, il s'est exprimé. Toujours, toujours. Moi, Mais je non, veux- mais moi, toujours je- dans la je- provocation. Salut, Youssef. Je peux répondre à Youssef. Toujours Ouais. dans la provocation. Moi, personnellement, que ce soit vrai ou non, qu'il y ait une majorité On de s'en femmes tape, en voilées, fait. dire. Je peux t'inviter. On peut avoir d'autres avis, on n'a pas. En fait, c'est relatif la vision qu'on a dans un quartier. Une personne de la communauté musulmane, elle va pas voir l'extérieur comme une personne qui n'est pas musulman, etc. Un blanc ou un arabe, etc. Je sais pas. Il y a beaucoup de choses qui jouent. Aujourd'hui, il y a des quartiers où il y a beaucoup de voiles. Dire que c'est majoritairement voilé ou qu'il y a trop de voiles ou qu'il y a que ça, c'est n'importe quoi. Et Par alors, contre, en fait il faut dire clairement Ouais. que comme des quartiers comme à Sarcelles, on a entre guillemets la petite Jérusalem où c'est un quartier fortement judaïsé, comme dans le 13e, il y a un quartier qui est fortement asiatique, ouais, absolument. etc. Et j'en ai pas honte. Que ce soit arabisé ou islamisé, c'est quoi la différence? On va à Barbès, il y a la communauté maghrébine et Thomas avec les Maliens, etc. Donc voilà, c'est comme ça existe, faut pas le nier. Maintenant, les phrases comme lui, moi aussi, j'accepte pas, ni comme lui, ni comme Pascal Praud. Et de là encore, dans la communauté, aller applaudir des présentateurs comme Pascal Praud qui dit ça de la communauté maghrébine ou musulmane, mais qui le ferait pas avec d'autres. Moi aussi, ça, je trouve ça puéril. Franchement, c'est pas. Bon, alors on s'en prend un dernier? Oui. On va pas rester là-dessus. Ah, bien sûr que non. Allô? Allô, oui, bonsoir. Bonsoir, prénom et ville d'appel, cher monsieur. Alors, c'est Bachir, région parisienne. Salut Bachir, région parisienne, tu fermes la boutique, Bachir, on t'écoute. Bah, en fait, je voudrais juste en profiter pour placer un petit big up aux 4 jeunes musulmans maghrébins qui ont stoppé l'Afghan qui mettait des coups de couteau sur Paris. Bravo, bravo. Voilà. On n'a pas trop parlé. À Magny, c'est vrai, exactement. Bachir, C'est t'as bizarre raison. qu'on n'en ait pas parlé à l'émission. Ouais. D'ailleurs, vous avez remarqué, on n'a pas du tout parlé d'affaires terroristes d'un coup. Hein, Et ça, parce c'est que en bas de chez moi, ça, en fait. C'est Villette, porte de la Villette. Ah, mais c'est vraiment en bas de chez moi, j'habite. Ouais. Bon, bah, je vais pas plus de précision, mais oui, donc, c'est. donne ton c'est adresse, vraiment- vas-y, balance. Et dans le top, super, ouais, exactement. Big up à eux, super. Ah bah super. Merci, ça va. Merci Bachir. À bientôt. Juste Bravo. un dernier truc, je voulais vous rappeler que voilà, il y a 2 ou 3 ans, un jeune nommé Samir Karkar, sarcellois encore une fois, a été assassiné sous les coups de couteau d'une autre personne, voilà. Une simple, c'est pas une embrouille ni rien, c'est une agression au volant de sa voiture. À partir de demain, à partir de 9h30 à Pontoise, donc à la nouvelle cité judiciaire, la cour d'assises de Pontoise, aura lieu le début du procès jusqu'à vendredi. Ouais. Donc faut savoir que cette personne-là vient d'une communauté qui est très aidée, très soutenue, donc ils seront beaucoup au tribunal pour soutenir l'accusé. La famille, malheureusement, elle se retrouve très seule. Donc moi, j'encourage tout le monde, ceux qui peuvent, aller soutenir la famille Karkar au tribunal de Pontoise dès demain jusqu'à vendredi. Voilà. Merci, mon cher Hossein. Demain, un plateau fourni. Il y aura Nadir Kaya qui était ce matin chez Pro. Il y aura Fatima Wassak qui était, elle, dans ses activités. Pas forcément, en tout cas, à la lumière de ce genre de télé. Il y aura aussi Nassim Lachnash et une toute nouvelle qu'on va vous présenter demain, que vous connaissez. Vous la connaissez, Anissa? Mais C'est top. Voilà. Très bon Très bien. recrutement de la part du Grand Forum. Attends, c'est pas fait encore. Hein. Bah, Et demain, passe le il y petit a un papier, plateau hein. de fou demain. Un plateau de fou. Et puis jeudi, tiens, il y aura Razik Metiche et Yasser Louati. Bon, là, un peu moins du coup. Et vendredi, Anissa Rigui, Tarek Mami et Enver de Santos. Voilà, franchement, bien. Voilà pour le programme, les gars. Ça peut s'enrichir. Je salue Besma Maghrebi qui a des petits soucis de santé. On l'embrasse très fort. Qui devait être avec nous d'ailleurs aujourd'hui et qui voilà a des petits soucis de santé. En tout cas, gros big up, ma chère Besma. Bon, eh bien en tout cas, ça fait un plaisir. C'était une belle émission les deux là. C'était génial. Ouais, c'était bien. Sympa. Enfin, c'était génial. Merci. C'était bien, quoi. Non, mais on va pas rentrer dans les détails. Elle a- Ce qui elle a est en remarqué- off reste en off. Elle a remarqué qu'elle s'est emportée. Elle a dit c'était génial. Non, mais ce qui est en off reste en off. Mais c'est important. Ce n'est que de la radio. Heureusement que c'était pas filmé. Hein, j'ai envie de dire. Dommage. Ça serait compromettant pour certains. Pas pour moi en tout cas. Ah, Ni je sais pour pas. moi. Je sais Ni pas. pour moi. Ni pour moi. Je ne serai pas aussi catégorique. Bon, bonne soirée à tous. Je laisse planer le suspense. Salut, Rendez-vous tout le demain à monde. 16h si vous le voulez bien. Il est 18h04. Oula, encore en retard. Tiens. Marine Garel pour l'info, pour le flash. Bonsoir Marine. Bonsoir à tous. L'ancien chargé de mission de l'Élysée, Alexandre Benalla, refuse de s'expliquer devant les sénateurs avant la fin de l'enquête judiciaire. La date du 19 septembre avait initialement été évoquée, mais aucune convocation formelle n'a pour l'heure été envoyée à l'entourage de Philippe Bas, le président de la commission. Le mini-remaniement n'y a rien changé. Emmanuel Macron en chute libre dans les sondages. Le président de la République perd 12 points selon le baromètre politique mensuel Odoxa. Emmanuel Macron a perdu 12 points pendant l'été et se situe pour la première fois loin derrière son Premier ministre, Édouard Philippe. C'est un record d'impopularité pour le président qui perd notamment beaucoup de points chez les sympathisants des Républicains, moins 23 points.
L'homme qui a blessé 7 personnes avec un couteau et une barre de fer dimanche soir à Paris, avant d'être maîtrisé par des passants, n'a pas agi sous l'effet de la drogue. 7 personnes ont été blessées, dont 4 grièvement. Parmi elles, 2 touristes anglais quinquagénaires et un touriste égyptien d'une quarantaine d'années, ainsi qu'un jeune habitant du quartier. La garde à vue de l'auteur des faits a été prolongée. Selon le Secours populaire, un Français sur 5 a du mal à se nourrir sainement. Un peu plus d'un cinquième des Français sondés, 21%, ont déclaré ne pas être en mesure de s'offrir une alimentation saine, leur permettant de faire 3 repas par jour. Et 27% ont admis ne pas avoir les moyens financiers de s'acheter quotidiennement des fruits et légumes. De façon générale, le Secours populaire souligne que la situation financière d'une partie des Français s'est améliorée par rapport à 2017, tout en pointant qu'ils sont 39% à déclarer avoir déjà connu une situation de pauvreté. Aux États-Unis, 17 ans après les attentats du 11 septembre, les restes de plus de 1100 victimes des attentats du World Trade Center n'ont toujours pas été identifiés. Un laboratoire poursuit le travail, mais à ce jour, 1642 sur les 2753 personnes mortes à New York ont été formellement identifiées. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.